Je me souviendrai toujours de ce mois de septembre 2024. Nous arrivions au tribunal en rang serré, avec mes deux frères et ma mère, Gisèle Pellicot. Gisèle Pellicot est la victime des viols de Mazan. Entre 2011 et 2020, Gisèle était droguée par son mari qui recrutait des hommes pour la violer. Je m'appelle Caroline Darian. Je suis la fille de la victime, mais aussi, et c'est encore plus lourd à porter, celle du bourreau. Moins de 2 mois après la fin du procès des viols de Mazan en France, la fille de la victime dévoile un documentaire percutant. Caroline Darian, que vous venez d'entendre, elle est la fille de Gisèle et Dominique Pellicot. Elle mène un combat pour sensibiliser la société aux ravages de la soumission chimique. Parce que sa mère, Gisèle Pellicot, a été droguée par son mari pendant 10 ans, livrée inconsciente à des dizaines d'agresseurs. 51 hommes ont été condamnés dans cette affaire et son bourreau, l'ex-mari, lui-même a écopé de 20 ans d'emprisonnement. Alors, Caroline Darian, elle est avec nous ce soir, justement en prévision de ce documentaire. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir parmi vous ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est, je disais, moins de 2 mois depuis la fin de ce procès, cette immense tempête. Donc, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Écoutez, je peux pas vous dire que oui, ce procès a été une première étape. Après, vous savez, il reste tellement de choses à faire encore en France et sans doute aussi dans d'autres pays pour lever le voile sur ce qu'est véritablement ce fait de société qui est un fléau très largement répandu. Et voilà, je pense que ce procès a permis de montrer à la France entière et au monde entier ce que ça pouvait faire dans la vie des victimes. Et moi, j'avais vraiment à cœur, si vous voulez, au travers de ce documentaire, de montrer tout le spectre que représente en fait ce mode opératoire qui est majoritairement utilisé par les prédateurs sexuels. Dans le documentaire, justement, vous relatez tout votre combat pour tenter de sensibiliser la population aux ravages, en fait, qui peuvent être causés par la soumission chimique. Vous publiez aussi un livre le mois prochain sur le sujet. Si les professionnels de la santé avaient été plus informés quant aux symptômes, quant aux signes à remarquer, est-ce que vous pensez que votre mère aurait pu être délivrée plus rapidement de votre père? Bien sûr, bien sûr. Ma mère a vécu 10 ans d'errance thérapeutique où on a consulté des médecins, elle a consulté des médecins généralistes, elle voyait son gynécologue, elle a vu des neurologues. Et en fait, les médecins qui n'étaient pas formés à identifier ce type de cas cherchaient un diagnostic au mauvais endroit. Donc, si quelqu'un avant nous, avant moi, avait fait ce travail d'acculturation, de prévention, de sensibilisation, on aurait sans doute gagné plusieurs années. Dans le documentaire, on apprend notamment que, parce que souvent on pense au GHB lorsqu'on pense à la soumission chimique, mais ce qu'on apprend aussi avec vous, c'est que c'est carrément n'importe quel, de nombreux médicaments qu'on retrouve dans une simple pharmacie, finalement, à la maison, qui peuvent être utilisés contre les victimes. Absolument. En fait, ce que révèle cette affaire, et qui est symptomatique aussi de ce type de mode opératoire, c'est que dans la majorité des cas en France, on a des statistiques, on dispose d'une enquête annuelle, on sait que dans près de 70% des cas, ce sont des médicaments délivrés ou non sur ordonnance, qui sont détournés de leur propriété de base, comme des anxiolytiques, des somnifères, des sédatifs, voire même des antidouleurs, et qui, administrés à forte dose, provoquent des amnésies puissantes. Et la victime peut se retrouver, être plongée dans un coma pendant plusieurs heures. C'est ce qu'a vécu ma maman pendant presque 10 ans. Pour vous, ce qui s'est passé en 2020, lorsque vous avez appris ce qui arrivait à votre mère, ça a été un énorme tremblement de terre, on l'imagine bien, un monde qui s'écroule. Le procès par la suite, votre mère qui devient une icône féministe, un procès qui a eu un retentissement mondial. Est-ce que vous voyez à travers tout ça une évolution dans les mentalités depuis 4 ans, 5 ans? Alors, je ne peux pas vous dire que je vois une évolution nette, parce que pour ça, il faudrait qu'on ait suffisamment le recul pour voir quelles mesures vont être, quel type de mesures vont véritablement être prises après, post-procès Mazan. Par contre, ce que j'ai pu observer, c'est que le fait d'avoir ouvert les portes
de ce tribunal, le fait d'avoir permis à des milliers de personnes de comprendre le calvaire que ma mère avait traversé, je pense que ça a permis à plusieurs victimes, femmes, hommes, de réaliser la puissance de la prise de parole. Et ça, c'est très important. S'il y a une chose à retenir en dehors des mesures de lois qui pourraient évoluer, de la formation des professionnels de santé, c'est encourager les victimes à parler et à se faire confiance. Dans le documentaire, on vous entendait justement au tout début lorsque vous disiez c'est difficile d'être la fille du bourreau dans cette histoire-là. Vous-même, Caroline, vous pensez avoir été victime de votre père alors que vous étiez inconsciente. Mais malgré toute cette horreur, vous vivez également un déchirement justement par rapport à vos sentiments face à cet homme. J'invite les gens, on va écouter un extrait du documentaire puis je vous reviens par la suite avec une question. Moi, mon père, c'était mon papounet, c'était un père très attachant. Mes parents, ils se sont rencontrés jeunes, ils avaient 18 ans. Moi, j'ai toujours vu mon père très amoureux de ma maman. Et pour ma mère, Dominique, c'est 50 ans de sa vie, 3 enfants. On apparaissait comme la famille idéale, quoi. Durant ce procès, j'ai peur de ne pas réussir à le détester. C'est un déchirement, Caroline, que vivent bien des victimes, bien des familles d'agresseurs également. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez envisager réconcilier dans votre tête? Non, vous savez, je pense que quand on est victime collatérale ou quand on vit le drame absolu, qui a été un véritable tsunami, et lorsqu'on découvre, en l'occurrence moi, à presque 42 ans, que je ne connaissais pas l'homme qui m'a élevée, que je ne connaissais pas véritablement la face cachée de mon géniteur, on reste inconsolable. C'est des années de fondation, d'éducation qui s'effondrent. Moi, j'ai vécu un véritable effondrement. Je ne pourrai jamais retrouver ma vie d'avant. Et oui, en effet, je suis assez convaincue que j'étais moi-même droguée, sédatée par mon père à des fins criminelles. Je n'ai, à la différence de ma mère, pas les preuves matérielles pour le justifier et le démontrer. Ça a été tout le drame pour moi au détour de ce procès, parce que moi, je ne disposais pas, et c'est sans doute le cas de plus de 90% des victimes de soumission chimique, qui ne disposent pas de preuves tangibles et scientifiques, des analyses toxicologiques pour prouver qu'elles ont été soumises chimiquement à des fins de crimes sexuels. D'où un grand sentiment d'impuissance pour plusieurs d'entre elles, on peut l'imaginer. Comment vous faites à d'impuissance et d'injustice, ouais. D'impuissance et d'injustice, parce que n'oublions pas que toutes les victimes ne vivent pas que des amnésies, il y a aussi des victimes qui ont des réminiscences, des souvenirs. Il y a aussi des victimes, comme vous pourrez le voir dans le documentaire, comme Reynald, qui lui a été agressé, qui a été enfermé dans son corps, qui était conscient de l'agression qu'il subissait contre son consentement. C'est-à-dire, en fonction des molécules qui sont, et des substances psychoactives qui sont utilisées, les effets vont être différents, mais ça va annihiler le consentement de la victime. Et en ça, c'est terrible, parce qu'il y a une partie des victimes qui n'auront aucun souvenir de ce qu'elles auront vécu, on leur aura volé une partie d'elles, et il y a des souvenirs qui vont remonter ou des agressions qui vont se passer en pleine conscience, et à ce moment-là, ça va être d'autant plus difficile. Le traumatisme à dépasser va être d'autant plus difficile pour les victimes. En terminant, Caroline, est-ce que je peux vous demander des nouvelles de votre mère, de Mme Pellicot? Comment elle se porte aujourd'hui? Écoutez, ma maman se prépare à un procès en appel. Donc, elle essaye de retrouver le cours d'une vie normale. Elle se veut discrète pour le moment. Et voilà, elle va comme elle peut. J'ai envie de vous dire qu'elle va bien dans la mesure du possible. Mais pour elle, la suite n'est pas terminée.
C'est un très, très long combat et que vous menez également à ses côtés, à votre façon, justement, grâce à ce documentaire. Un livre également qui est à paraître le mois prochain. Mais donc, documentaire Soumission chimique pour que la honte change de camp, ce qui avait été une phrase marquante dès l'ouverture de ce procès. Alors, documentaire qui va être diffusé ce soir, 20h, sur ici RDI. Comme vous le disiez dans ce documentaire, un procès historique. Il faut une réponse politique historique également. Alors, c'est le combat que vous menez maintenant. Caroline Darian, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous, merci infiniment. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.